Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Jean Dujardin obtient les suffrages des candidats à la présidentielle, parenthèse hollywoodienne pour la politique, qui s'inspire à sa façon des Oscars et du triomphe de The Artist la nuit dernière. Le Sénat de gauche dans le viseur de Nicolas Sarkozy à la veille du vote sur le mécanisme européen de stabilité, l'abstention socialiste qualifiée de faute considérable par le président candidat. Sarkozy-Hollande, le choc des propositions et des promesses pour sauver les emplois industriels et s'attirer le vote ouvrier. Face à face sur ce plateau, tout à l'heure, Christian Estrosi en charge de l'industrie pour la campagne du premier et Olivier Ferrand de Terra Nova, proche du PS, donc de son candidat à la présidentielle. Et puis également avec nous tout à l'heure, la journaliste Claire Checaglini qui s'est infiltrée 8 mois durant au sein du Front National. Elle publie ce récit qui met en colère Marine Le Pen. Le triomphe sans précédent de The Artist aux Oscars, film français, rend les politiques unanimes aujourd'hui, comme la critique. Notons la tentation de certains de détourner les statuettes à des fins partisanes. Benoît Hamon décerne l'Oscar du meilleur second rôle dans une série B à Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir dénoncé les cadeaux aux riches faits par la gauche. Le vice-président du MoDem, Robert Rochefort, a lui trouvé une meilleure formule que la sarkolandisation. Le duel des favoris lui fait penser, dit-il, à The Artist, remake des films en noir et en blanc où l'on fait semblant de s'envoyer des tartes à la crème. Sinon, aujourd'hui, eh bien, les messages ont une portée purement cinématographique. Nathalie Guillouard. Produisons français. À force d'en parler, il fallait que ça arrive. L'acteur est français, le metteur en scène aussi, comme le compositeur de la musique de The Artist. Promoteur du Made in France, François Bayrou y trouve son meilleur argument et ne se prive pas pour le faire remarquer. Pour moi qui vante le produire en France, c'est une réussite pour la France. Le président Nicolas Sarkozy parle d'un succès formidable pour le cinéma français et pour le cinéma de qualité. Faisant allusion à Adopi, il ajoute que ce film doit nous renforcer dans l'idée de défendre la création, de défendre les réalisateurs. Pour François Hollande, qu'un film français soit sacré meilleur film montre la vitalité de notre cinéma grâce à un mode de financement spécifique qui fait sa force. Seul bémol aux éloges, celui de Nathalie Arthaud. Pour elle, le film a été tourné aux États-Unis avec des techniciens américains. On n'est pas tout seul dans notre petit village gaulois, juge la candidate d'extrême gauche. L'actualité internationale et la pression sur la Syrie qui n'a pas encore permis de faciliter le travail des humanitaires sur place alors que d'ailleurs les violences se poursuivent, notamment à Homs et dans d'autres provinces syriennes. Nicolas Sarkozy avait évoqué ce matin une amorce de solution pour évacuer les journalistes toujours bloqués, notamment la française Edith Bouvier, notre consoeur du Figaro, Julie Dingeloff. Ils auraient pu être libérés vendredi et les dépouilles de Marie Colvin et Rémi Ochlik transférées. Vendredi, les ambulances du Croissant Rouge arabe syrien arrivent dans le quartier de Baba Amro, cœur rebelle de Homs. 400 mètres plus loin, attendent les ambulances de la Croix-Rouge internationale, prêtes à prendre le relais et à secourir Edith Bouvier et Paul Conroy. Mais les deux journalistes ont refusé de monter dans la première ambulance, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. C'est ce qu'affirme à la BBC l'épouse du photographe. Les rebelles syriens auraient conseillé à son mari de se méfier du Croissant Rouge syrien qui livrerait les blessés aux hôpitaux tenus par l'armée syrienne. Très peu d'informations filtrent depuis sur les négociations en cours. Nicolas Sarkozy a indiqué ce matin que l'amorce d'une solution s'esquissait pour évacuer les journalistes blessés, sans toutefois en préciser les contours. Déclaration identique au Quai d'Orsay où une demande d'évacuation des blessés a été faite. Sur le terrain, un diplomate occidental à Damas confirme aujourd'hui que les tractations sont extrêmement délicates et que le processus peut se bloquer à tout moment. Une nouvelle tentative d'évacuation pourrait avoir lieu ce soir. Et ce soir, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton prédit que le régime de Bachar al-Assad finira par tomber à la suite, dit-elle, des désertions des militaires et des hommes d'affaires du pays. François Fillon en visite à son tour au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Il s'est félicité notamment des résultats obtenus selon lui en matière d'élevage. La candidate à la présidentielle Corinne Lepage a également arpenté les allées aujourd'hui.
Le Parlement unanime pour instaurer un nouveau contrôle des armes, une rareté en politique. En pleine campagne électorale, la proposition de députés UMP et PS visant à mieux réprimer le trafic des armes à l'origine de braquages a donc été adoptée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement. Le débat est toujours aussi vif entre Nicolas Sarkozy et le Parti socialiste sur le mécanisme européen de stabilité, le fonds de secours européen pour prévenir les crises de la dette. Le Parti socialiste s'est abstenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale et il s'apprête à faire de même demain au Sénat. Flora Sauvage. Depuis qu'il est candidat, il ne s'en prive pas. Ce matin sur RTL, Nicolas Sarkozy a attaqué les socialistes sur leur position lors du vote à l'Assemblée nationale mardi dernier sur le mécanisme européen de stabilité. Quand je vois que les socialistes se sont abstenus sur le mécanisme de solidarité, mais c'est une faute considérable. Mais les attaques du candidat n'y feront rien. Les socialistes s'abstiendront comme la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Pour eux, ce texte est la voie royale vers la mise en place d'une règle d'or qu'ils refusent. Nous ne voulons pas nous opposer à la création du moyen européen de stabilité, et c'est pour ça qu'on laisse passer en s'abstenant, mais nous ne voulons pas approuver formellement un texte qui dit « vous devez avoir signé un traité que nous allons renégocier ». Mais dans l'aile gauche du PS, certains vont voter contre, comme chez les Verts et les communistes. Moi, je suis contre ce mécanisme européen de stabilité et je pense confirmer mon vote contre. En tout cas, aucun socialiste ne votera pour ce mécanisme. Pourquoi? Parce que bien sûr, nous sommes contre l'austérité qui va de pair avec ce mécanisme. La solidarité, oui, l'austérité, non. Ce pacte de stabilité budgétaire doit conduire les États européens à mieux gérer leurs finances publiques sous peine de sanctions quasi automatiques. Il doit être officiellement signé entre les 25 pays membres jeudi. François Hollande a prévenu, s'il est élu, il a prévu de renégocier ce traité. Et une autre divergence forte du jour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, la réponse à apporter aux fermetures d'usines ou de sites comme les aciéries en arrière-plan de cet affrontement, l'avenir des hauts-fourneaux, ArcelorMittal de Florange en Moselle. Le président candidat promet une aide de l'État de 150 millions d'euros dans le cadre d'un projet européen visant à réduire les émissions de CO2 dans la sidérurgie. De son côté, le candidat socialiste s'engage à présenter une loi qui obligerait un industriel qui vend un site à le revendre. Fabrice Cunet. L'idée ne faisait pas partie des 60 engagements de François Hollande. La proposition est née après sa visite à Florange. Obliger une entreprise qui a choisi de quitter un site à vendre en cas de projet de reprise cohérent et rentable. À charge au tribunal de commerce et à un mandataire de trouver et d'imposer ce repreneur crédible. On ne peut pas avoir des leçons en disant il faut innover, il faut investir, et puis en même temps accepter des actions des prédateurs. Le monde économique doit être aussi affaire de morale. Le monde économique doit être affaire d'efficacité, mais de respect. C'est une loi de respect. La proposition est jugée absurde par François Fillon et l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Pour certains économistes, elle serait trop limitée pour être efficace, même si les socialistes parlent d'un outil parmi d'autres. Effectivement, le site France se désindustrialise, mais enfin je pense qu'il y a d'autres moyens plus incitatifs, plus économiques, qui répondent plus à une loi économique que simplement interdire la fermeture du site ou obliger quelqu'un qui aurait un site industriel qui pourrait fermer à trouver un repreneur. La proposition de loi et ses deux articles visent à combler un vide juridique. Si l'Assemblée nationale devrait rejeter le texte, François Hollande s'est d'ores et déjà engagé à relancer cette proposition en cas de succès à la présidentielle et aux prochaines législatives. Les invités du 19h, Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de l'Industrie, domaine d'ailleurs dont vous avez la charge pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis Olivier Ferrand, président du think tank Terra Nova, proche du PS, donc de son candidat. Avant d'aborder les promesses, les solutions de vos candidats, ceux-ci peuvent-ils rivaliser avec Jean-Luc Mélenchon? C'est lui qui est perçu comme le meilleur défenseur des ouvriers, Christian Estrosi. Je pense que Nicolas Sarkozy est le meilleur défenseur des ouvriers. Il l'a démontré par le nombre d'entreprises qu'il a sauvées, en commençant par Alstom en 2004 lorsqu'il était ministre de l'économie et de l'industrie. Alors selon le sondage TNS Sofres, il arrive derrière Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, François Bayrou, il arrive en 4e position. Olivier Ferrand, Jean-Luc Mélenchon, le défenseur des ouvriers, selon une majorité de Français, 35%.
Que ce soit la gauche qui représente les ouvriers en France, c'est pas nouveau. Jean-Luc Mélenchon est l'héritier du Parti communiste, ça me paraît assez légitime, mais je crois que François Hollande montre aussi que les propositions sont socialistes. Alors, on en parle de cette proposition, en tous les cas, celle du jour. L'idée de François Hollande, qualifiée donc d'absurde par Nicolas Sarkozy, par François Fillon, obliger les industriels qui se désengagent d'un site à le revendre. Oui, je crois que c'est une mesure très intelligente. Elle porte sur un cas de figure précis qui est celui et qui est très frustrant. C'est celui où un groupe industriel veut fermer un site de production rentable, viable, et alors même qu'il y a un repreneur déclaré. On voit bien que dans ce cas-là, vous avez un site rentable, un repreneur déclaré, et le groupe ne veut pas vendre. Ça arrive souvent? Je vous donne un exemple. Ah oui, évidemment, ça n'arrive pas souvent, mais c'est particulièrement frustrant. C'est un peu moralement, c'est une situation inexplicable. Un exemple concret d'actualité. Vous avez à Berre, près de Marseille, aujourd'hui, un groupe chimique américain qui s'appelle LyondellBasell qui détient une raffinerie et qui veut fermer cette raffinerie. Cette raffinerie est rentable. Un groupe étranger, pas n'importe lequel, c'est le groupe pétrolier espagnol Repsol qui s'est déclaré candidat au rachat. LyondellBasell n'en veut pas. Pourquoi? Parce que, pour des raisons légitimes pour elle, parce que la raffinerie est au milieu de son site chimique et elle ne veut pas d'un groupe étranger au milieu de ses propres ouvriers. Mais la conclusion de son attitude, c'est que 400 salariés risquent de disparaître. Donc la mesure de François Hollande, dans ce cas de figure très précis, d'actualité, oui, mais concret d'actualité aujourd'hui, il y a 400 salariés qui vont disparaître. Cette mesure permet au tribunal de commerce d'imposer le repreneur quand le groupe vendeur n'en veut pas. Est-ce que vous êtes prêt, après ces explications, à reconnaître que c'est une idée qui mérite attention et intérêt? D'abord, on ne peut partager que la finalité. C'est bien pour cela que depuis 5 ans, nous nous battons pour que nous aboutissions à ce type de finalité. Nous avons sauvé des dizaines d'entreprises en France en mettant en œuvre de réels outils. Je pense aux fonds stratégiques d'investissement. Vous croyez que des entreprises emblématiques comme STX ou Alcan n'ont pas été sauvées justement parce que nous avons mis en place des fonds souverains qui nous permettent... On parle de la proposition de François Hollande. La proposition de François Hollande, elle est incohérente et inconstitutionnelle. Pourquoi ? Parce que M. Ferrand vient de parler, tout comme M. Hollande le dit, d'empêcher un propriétaire de site de ne pas vendre son site à un repreneur potentiel. On parle de site. C'est comme, vous savez, le droit de propriété est sacré. C'est un droit constitutionnel. C'est comme si vous disiez, la loi peut changer les choses, je veux défendre mon appartement dans mon immeuble, pardon, d'accord, c'est-à-dire défendre mon droit de propriétaire. C'est ce qui est proposé. Nous disons autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai finalisé dans une proposition de loi. Nous, ce que nous voulons, c'est défendre le fonds de commerce. Et c'est autre chose parce que le fonds de commerce, c'est les emplois des salariés. Et c'est tout à fait différent. Quelque part, on veut défendre les murs, nous, on veut défendre les brevets. C'est-à-dire la propriété... Attendez, je vous ai écouté. C'est-à-dire la propriété industrielle qui est le fruit de ce que nous soutenons notamment avec le crédit impôt recherche. Il est scandaleux, effectivement, par exemple, dans le cas d'ArcelorMittal. Qu'est-ce qui se passe? Arcelor, avec les brevets français, a réussi à produire du métal de très haute gamme, de très haute qualité. Et donc, ce qui ne serait pas acceptable, c'est une fermeture du site qui prive de cette entreprise ArcelorMittal, ses ingénieurs, ses techniciens, ses salariés, de pouvoir continuer à produire ce savoir-faire français et voir ce savoir-faire français partir à l'étranger. On va revenir sur Florent et ArcelorMittal d'abord. Olivier Ferrand répond à vos objections. Il répond à vos objections et après on revient sur... Je défends le brevet, je défends la propriété industrielle, on défend les murs. Il ne s'agit pas de défendre les murs, c'est juste simplement de défendre l'activité. Vous avez un site qui est de nouveau en activité, une raffinerie avec 400 salariés dedans qui y travaillent. L'idée, c'est que cette raffinerie qui est viable, puisse continuer avec un nouveau repreneur. Vous parlez du droit de propriété, vous avez raison, mais le droit de propriété, si vous avez un immeuble, vous n'avez pas le droit de le laisser tomber en ruine. À ce moment-là, le préfet peut intervenir. C'est la même chose en matière économique. Si votre entreprise... il peut intervenir pour imposer aux propriétaires de le remettre en état. Mais revenons sur l'industrie. Un tribunal de commerce peut nommer un administrateur pour mettre une entreprise en redressement judiciaire. C'est la boîte à idées, là, pendant la campagne présidentielle, pour sauver certains emplois industriels qui sont menacés. Et fort heureusement, je veux dire, c'est le moment, avec l'élection présidentielle, c'est le moment de faire
faire des propositions. Parlons de Florence. Vous avez abordé ArcelorMittal. Oui. Mais parlons de la réalité industrielle d'abord. La réalité industrielle, c'est que nous avons perdu entre 1998 et 2008 550 000 emplois industriels dans notre pays. Il y a un rapport de l'INSEE qui vient de sortir et qui dit qu'en 2011, nous sommes arrivés à stabiliser. On est arrivé à stabiliser parce que nous avons mis en œuvre la défense de l'outil industriel français, avec le Fonds stratégique d'investissement. Sur la décennie, reconnaissez quand même qu'on a assisté à une désindustrialisation massive sur la décennie. 1998, 2008. Bien sûr, j'en suis sûr. 2008, l'emploi industriel se porte mal, 25%, globalement. Bien sûr. Et avec la crise économique depuis 2008, c'est une hémorragie terrible. L'emploi industriel s'est bien porté. Je dis simplement qu'il y a un rapport de l'INSEE qui dit qu'en pleine crise internationale, grâce aux outils que nous avons mis en place, fonds stratégique d'investissement, crédit impôt recherche, 4 milliards d'euros d'investissement, le fonds de soutien aux brevets qui nous permet aujourd'hui de racheter des brevets stratégiques. Et je fais une proposition ce soir. Vous n'allez pas refaire tout votre bilan de ministre, Non, mais il y a une proposition de François Hollande. Oui. Je peux faire une proposition quand même. Mais on va écouter celle de Nicolas Sarkozy, votre candidat. Par exemple, il fait appel justement à ce fonds stratégique d'investissement pour tenter de sauver les emplois à Florange, en Moselle, chez ArcelorMittal. Nicolas Sarkozy a dit 150 millions d'euros, nous allons les mettre et nous allons sauver Dans Florange. le cadre d'un projet européen. Olivier Ferrand, qu'est-ce que vous dites là? Il a critiqué votre projet, là. Est-ce que vous pensez que c'est une option viable? Moi, je pense que toutes les mesures volontaristes intelligentes sont les bienvenues. Alors, ce serait dans le cadre d'un projet pilote européen d'ailleurs, et qui a été soutenu par François Hollande. Et donc, contrairement à M. Estrosi, moi je me félicite. Le captage du CO2. Je félicite que le président de la République, certes en toute fin de mandat, ait des idées pour l'industrie en France, mais c'est très bien. Et franchement, utiliser le FSI. Utiliser le FSI. Utiliser, s'il peut finir une phrase, M. Estrosi. Laissez-le terminer. Juste une phrase. Utiliser le FSI, c'est-à-dire mettre de l'argent public, l'argent des contribuables, pour sauver une entreprise, si elle est viable, est une bonne idée, bien sûr, et il faut simplement utiliser tous les moyens volontaristes à notre disposition pour essayer, en l'occurrence, de protéger des sites qui sont menacés quand ils sont viables. Tous ne sont pas viables, mais quand ils le sont, on a une proposition qui est celle de François Hollande, les tribunaux de commerce, pour forcer la reprise d'un site quand on a un repreneur identifié. On reste sur les sites. Vous ne défendez pas la propriété industrielle, c'est-à-dire le fabriquer en France. Économique. Moi, je défends le site, c'est l'activité économique et ses salariés qui sauvera et qui créera des emplois salariés. On ne sent pas très bien la différence sémantique là. 400 salariés faisant du raffinage sur un site à Berre, c'est une activité économique. Permettez-moi quand même de vous expliquer que dans deux cas très précis, Molex, une entreprise américaine qui se comportait comme ArcelorMittal. Ils voulaient partir avec des brevets qui permettaient de fabriquer des moules pour des pièces pour PSA et Renault. J'ai mis le pied dans la porte, j'ai dit les brevets français, ils partiront pas à l'étranger. Et aujourd'hui, Villemur Industrie a repris Molex. Je peux vous citer le cas de Liège, dans la région de Madame Royal, où le Fonds stratégique d'investissement, vous dites, c'est l'argent du contribuable français. Oui, mais le Fonds stratégique d'investissement, il rentre dans le capital pour empêcher justement des capitaux étrangers de rentrer. Et une fois que l'entreprise a repris sa dynamique, on reprend nos billes et elles reviennent dans les caisses de l'État français. Donc, dans les cas... Tous les deux, vous défendez une politique industrielle. Est-ce qu'elle n'est pas menacée par l'austérité qui s'impose aujourd'hui à l'Europe? Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations du président de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, dans le Wall Street Journal vendredi, qui expliquait que le modèle européen était mort de toute façon et qu'il fallait se soumettre à l'austérité et abandonner notre modèle social coûteux et inefficace. C'est bien la raison pour laquelle il faut qu'on fasse baisser en même temps le coût du travail. C'est la raison pour laquelle on doit consacrer beaucoup de moyens sur l'investissement, c'est ce que nous faisons avec le grand emprunt national, pour être les meilleurs dans le domaine de l'innovation et pour pouvoir concurrencer sur la scène internationale, dans l'industrie pharmaceutique, dans la fibre optique, dans l'écomobilité, l'automobile, dans l'industrie navale, dans l'industrie aéronautique. Pardon, lorsque l'on vend des Airbus A380 comme on les a vendus l'année dernière face à Boeing, lorsque l'on voit les ventes de Rafale qui sont opérées aujourd'hui, ne me dites pas qu'en matière d'industrie, la France aujourd'hui est à la traîne. On reste au cœur de la crise, la 5e puissance mondiale. C'est ça la réalité. Souvent votre candidat. C'est ça le bilan.
En 10 ans, nous avons perdu la moitié de nos parts de marché à l'exportation. La moitié de nos parts de marché. On est passé, en termes de commerce extérieur, de 25 milliards d'euros d'excédent commercial en 2000 à moins 75 milliards aujourd'hui. 100 milliards d'euros de pertes. C'est un demi-point de croissance par an perdu sous votre période de gouvernement. Parce que pendant la crise, les autres pays de l'Union européenne n'ont pas perdu dans des proportions plus importantes. L'Allemagne a augmenté ses parts de marché mondiales. La Suède... Qu'est-ce qu'a perdu l'Italie? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'a perdu la Grèce? Ah bah c'est sûr, si vous nous comparez à la Grèce, c'est sûr, mais prenez la Suède, prenez la Suède, le Danemark, oui, la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Monsieur Estrosi, second sur 27. Monsieur Estrosi, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, le Danemark ont tous augmenté ou maintenu leur part de marché à l'exportation. Pas nous. Le nôtre, on a été divisé par... Ils ne sont pas venus au 35 Et c'est sans doute la faute. C'est sans doute la faute de Léon Blum et des semaines de congés payés en 1935. Je suis d'accord. Nous baissons de 5,4% d'abord la part de cotisation patronale et ensuite, en même temps, nous baissons la part de cotisation salariale qui va nous permettre de rendre du pouvoir d'achat. En même temps, on renforce la compétitivité. Alors, on termine sur cette autre proposition de Nicolas Sarkozy. On donne du pouvoir d'achat à l'ensemble des salariés. Voilà les deux leviers sur lesquels nous Olivier sommes en train de supprimons la prime pour l'emploi et baissons les charges sur les bas salaires. Votre avis? On a bien deux angles de politique industrielle possibles, celle que vous décrivez et qui fait suite à la politique Merkel-Schröder allemande, c'est-à-dire une politique de compétitivité coût, baisser les charges sociales, le contrôle des salaires, la modération salariale, ça c'est vos propositions de la gauche, c'est investir dans l'avenir, c'est une politique de compétitivité qualité qui se centre sur les investissements d'avenir. C'est très bien, mais c'est une goutte, c'était une très bonne mesure. Une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, 35 milliards. Allez, on ne va pas vous réconcilier sur la goutte d'eau. Qui nous permettent aujourd'hui d'être la troisième puissance mondiale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, de rester les premiers dans le domaine de l'aéronautique, les premiers dans le domaine de l'industrie navale. Prenez par exemple. Vous pensez que c'est une goutte d'eau tout cela? 35 milliards d'euros en matière industrielle. En un fusil à un coup, c'est une goutte d'eau. Vous n'êtes pas d'accord, messieurs. Internationale, 5e puissance mondiale, c'est 1200 milliards d'euros. Vous serez peut-être d'accord. 35 milliards d'euros. Vous serez peut-être d'accord. C'est sûr qu'en quelques semaines, M. Hollande, c'est la faillite pour l'industrie française. En quelques semaines. Allez, vous êtes d'accord au moins pour dire que le match à deux s'installe dans l'opinion, avec une Marine Le Pen qui est en dessous de 20%, d'après les derniers sondages. Et on va parler maintenant ensemble avec notre invité du Front National, de ses militants, de ses dirigeants, avec l'auteur de ce livre, donc Claire Ceccagline, qui s'est infiltrée durant 6 mois, une sorte de militante espionne. Elisa Berthelomé. Tractages, marchés, réunions de militants et même manifestations. La journaliste Claire Ceccagline a participé à la vie du Front National pendant 8 mois. Objectif de l'immersion, comprendre la stratégie de dédiabolisation du parti et montrer que l'apparence respectable du Front s'accorde peu avec les discussions ouvertement racistes des militants. Un procédé que le parti a peu apprécié. Marine Le Pen va porter plainte contre la journaliste pour diffamation et escroquerie. Elle lui reproche d'avoir mis dans sa bouche des propos sur l'islam qu'elle n'aurait jamais tenus. Le livre a aussi provoqué des réactions du côté de l'UMP. Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson, s'insurge contre les pratiques journalistiques de l'auteur qu'il juge méprisables. Claire Ceccagline l'a cité nommément, tenant des propos contre les immigrés. Et l'infiltré est avec nous, Claire Ceccagline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Espionne, hors pair, je le disais, puisque votre parcours au sein de la Fédération des Hauts-de-Seine du Front National a été brillant. Vous avez vite été aspiré vers le haut. Oui, mais je pense que c'est pas exceptionnel en fait au Front National de gravir. Non, je pense que le Front National offre assez rapidement à un certain nombre de militants la possibilité justement de gravir des échelons. C'est ce qui plaît aussi à un certain nombre de militants. Vous avez fait du zèle ? Oui, franchement, j'ai fait du zèle. C'est-à-dire que je ratais assez peu les marchés, les boîtages, les tractages. J'étais à peu près de... je parlais du zèle dans le discours, militant, entre vous. Parce que c'est ça que vous montrez. Je m'étais préparé un discours effectivement plutôt anti-musulman, enfin dans la droite ligne de ce que défendent les militants, mais j'étais pas au-dessus de ce qu'ils disaient, loin de là. Moi, dès le premier rendez-vous d'ailleurs... C'est-à-dire que vous n'avez pas été surprise en quelque sorte, parce que vous avez entendu donc. Si vous vous étiez préparé à ce discours. Je m'étais préparé à ce discours, mais n'entendre que ça, et des fois, justement, à un degré supérieur... C'est-à-dire, vous avez des exemples?
Alors, par exemple... Il y a une obsession anti-islam, quoi. Hein. Il y a une obsession anti-islam, oui, clairement. J'ai découvert le complot islamo-pétrolier, par exemple. Celui-là, je m'y attendais pas. Oui, je l'ai découvert. Votre voisin, là, alors, est-ce que vous saviez que l'Europe, et particulièrement la France, avait passé des accords secrets avec l'OPEP dans les années 70? En fait, non, mais ça m'a été très sérieusement défendu par le secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, les pays de l'OPEP ont dit à l'Europe, on va vous vendre le pétrole pas très cher, mais en échange, la population, nos populations vont venir vous envahir. Voilà. Et il a 2 preuves quand même à m'avancer. Le fait que l'avortement a été légalisé en France, donc on a interdit à 200 000 petits Français de naître. Enfin, voilà, est-ce que vous assumez, bien sûr, j'ai envie de dire, votre choix de tromper votre monde, là ceux qui ont été, je ne veux pas dire vos compagnons, mais enfin vos voisins pendant 8 mois. Mes camarades au sein du Front National, si on veut. Oui. C'est sûr que quand je leur ai dit mardi, c'était délicat pour moi aussi de leur dire, mais c'était aussi important de leur faire savoir qui j'étais, que c'était pas personnel contre eux, que c'était vraiment contre leurs idées, contre leur parti, que je pense qu'ils défendaient des idées très dangereuses. Peut-être que certains n'en étaient pas conscients. Oui. Alors, on constate, à vous lire, qu'il y a, chez les militants, les dirigeants également du Front National, il y a une foi évidemment très forte en Marine Le Pen. Et il mise sur son arrivée au pouvoir. C'est peut-être la différence essentielle entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. Lui n'a jamais voulu du pouvoir. En tout cas, c'est un parti de militants, je dirais presque que c'est un parti de fans. On sent que Marine Le Pen, déjà tout le monde l'appelle Marine, c'est dire la proximité qu'ils entretiennent avec elle. Et oui, elle leur fait vraiment espérer le pouvoir. Est-ce que vous avez eu envie de fuir avant la fin de vos 8 mois d'infiltrer? De temps en temps, ça a été dur. Je me souviens le premier jour où j'ai dû tracter pour le Front National, et très rapidement il y a des personnes qui ne savaient pas ce que je distribuais, des personnes noires ou des personnes d'origine maghrébine, je dois leur tendre le tract. C'est un petit peu difficile des fois. Est-ce que vous avez senti dans les Hauts-de-Seine qu'il y avait des passerelles potentielles entre le Front National et une partie de la droite républicaine? Alors, c'est très simple. Moi, j'ai démarché les maires pour Madame Le Pen. Et sur la quinzaine de maires que j'ai démarchés dans les Hauts-de-Seine, la plupart, heureusement, m'ont dit, de gauche comme de droite, qu'ils ne voulaient pas nous recevoir, ils ne voulaient pas donner leur signature. En revanche, il y a 3 maires UMP qui ont accepté de recevoir les membres du Front National. J'ai été à 2 rendez-vous. Et notamment, Philippe Pemezec, donc, qui nous a dit avoir voté Jean-Marie Le Pen. Le maire du Plessis-Robinson. Voilà, vice-président du Conseil général. Nous a dit avoir voté Le Pen en 2002 face à Chirac. Et Yves Réveillon nous a dit, donc maire de Bois-Colombes, nous a dit qu'il était pour des alliances entre le Front National... Donc un choix idéologique de ces élus UMP, ou parce qu'ils ont la pression, je ne sais pas, d'un électorat Front National dans leur commune? Concernant Philippe Pemezec, j'avais l'impression que c'était plutôt un rapprochement idéologique. Plutôt un rapprochement idéologique. Christian Estrosi, un mot, vous avez des pressions vous-même dans les Alpes-Maritimes où le Front National est fort? D'abord, pas de pression. Deuxièmement, vous savez, le combat que j'ai toujours mené, d'ailleurs, lorsque Marine Le Pen est venue au mois de septembre tenir son meeting, j'ai fait un contre-meeting qui a rassemblé énormément de monde. Et puis, je trouve que c'est assez courageux ce que vous avez fait. Je peux rajouter juste une toute petite chose. Un mot, c'est que j'ai au cœur de ma ville des identitaires qui aujourd'hui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale et qui sont les alliés de Marine Le Pen. Ce sont des choses qui méritent d'être dites. Merci. Un mot pour dire qu'elle a fait un bon boulot. Un bon boulot, et on voit effectivement, heureusement qu'il y a des élus républicains de droite comme Christian Estrosi, mais il y en a d'autres qui bougent et qui se rapprochent dangereusement. Merci. Voilà, bienvenue au front. C'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, le Bondi Blog Café. Bonsoir, à demain, dès 18h. Preuve par 3, notre invité sera Brice Hortefeux. C'est presque devenu une tradition. Depuis 1974, les finalistes de la présidentielle s'affrontent lors d'un débat télévisé. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Il n'y a pas de règles, personne ne se méfie, on ne sait pas. Ça a été un changement d'univers politique. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est une façon de se foutre de lui terrible. Ça, c'est Mitterrand. On ne connaît pas Mitterrand si on ne connaît pas ce genre d'histoire. Retour sur les 5 duels qui ont marqué notre histoire récente. Tout le monde est extrêmement fébrile. Chaque candidat est dans son coin. 5, 4, 3... Duel présidentiel, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.